Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Anita, qui s'intitule ainsi. J'ai dit à ma famille que nous devions réduire notre style de vie s'ils voulaient que je paie leur hypothèque. En rentrant chez moi, j'ai constaté que les serrures avaient été changées et que mes sacs avaient été jetés à l'extérieur. Réfléchissez à votre comportement, m'ont-ils dit. J'ai réfléchi et j'ai décidé de le faire. Eh bien, allons-y. J'étais donc là, vivant ma meilleure vie à 28 ans. Je m'appelle Anita, et honnêtement, les choses allaient plutôt bien pour moi à l'époque. J'avais un travail décent dans une grande entreprise, rien d'extraordinaire, mais qui me permettait de payer les factures et même un peu plus. J'y gagnais bien ma vie, suffisamment pour louer un joli petit appartement en ville et avoir encore de l'argent pour acheter ce que je voulais. Cela faisait des mois que je rêvais d'acheter mon propre appartement. Vous savez ce que c'est? J'en ai assez de gaspiller de l'argent pour le loyer chaque mois alors que je pourrais faire fructifier quelque chose qui m'appartiendrait. J'ai donc ouvert un compte d'épargne spécialement pour ma future maison. Chaque mois, j'y déposais tout ce que je pouvais épargner. Je me suis sentie incroyablement bien en voyant les chiffres augmenter. J'arrivais vraiment à quelque chose, vous savez, mon appartement n'était pas énorme, mais c'était le mien. Enfin, pas vraiment à moi puisque je louais, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pouvais rentrer chez moi après le travail, enlever mes chaussures, commander un plat à emporter si je n'avais pas envie de cuisiner, et personne ne me dérangeait. C'était paisible. J'avais ma routine, je travaillais la semaine, je sortais peut-être avec des amis le week-end, je regardais des séries sur Netflix, tout ce que je voulais. Pour la première fois depuis des années, la vie me semblait stable. Je n'étais plus constamment stressée par l'argent comme je l'étais lorsque j'étais plus jeune. Je pouvais vraiment planifier l'avenir au lieu de survivre d'une paix à l'autre. Le compte d'épargne en était la preuve, chaque dépôt me donnait l'impression de me rapprocher de quelque chose de concret. Puis ma mère a appelé. C'était un mardi soir, je m'en souviens parce que je regardais une émission de cuisine et que je réfléchissais à ce que j'allais faire pour le dîner. Quand j'ai vu son nom sur mon téléphone, j'ai failli ne pas répondre. Non pas parce que je ne voulais pas lui parler, mais parce qu'elle appelait généralement le week-end. Un appel le mardi me semblait différent. Anita, chérie, il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Sa voix était bizarre, tremblante, comme si elle avait pleuré ou était sur le point de le faire. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? J'ai demandé en coupant le son de la télévision. Tu peux venir ce soir? Ton père et moi devons discuter de quelque chose d'important avec toi. Je savais que je n'obtiendrais rien de plus d'elle au téléphone, alors j'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. C'est à environ 20 minutes de mon appartement, dans le quartier de banlieue où j'ai grandi. Rien d'extraordinaire, mais c'est un quartier agréable avec des maisons décentes et de bonnes écoles. Lorsque je suis entrée, mes deux parents étaient assis à la table de la cuisine. Maman avait les yeux rouges et gonflés, et papa semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'ai vu, il y a quelques semaines. Il y avait des mouchoirs en papier éparpillés sur la table et 2 tasses de café vides. « Assieds-toi, ma chérie », dit maman en désignant la chaise qui se trouve en face d'eux. Je me suis assise, me sentant de plus en plus nerveuse. « Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. » Papa se racle la gorge et regarde ses mains. « Je vais être licenciée. » Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mon père travaillait dans la même usine depuis près de 20 années. Et elle était fiable, se présentait tous les jours, ne causait jamais de problème. Comment ont-ils pu se débarrasser de lui? Quoi, quand, pourquoi? Balbutier. À la fin du mois prochain, dit-il à voix basse. Il ferme tout notre département, délocalisant les opérations à l'étranger, où c'est moins cher. 47 personnes perdent leur emploi. Maman s'est approchée de lui et lui a pris la main. Ce n'est pas tout, chérie. Je l'ai regardé, redoutant ce qui allait suivre. J'ai eu des problèmes de santé, a-t-elle poursuivi. Mon mal de dos s'est aggravé et le médecin m'a dit que je devais réduire mes heures de travail. Je ne peux plus travailler à plein temps au restaurant. Certains jours, je peux à peine rester debout plus de quelques heures. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. Mes deux parents perdaient leurs revenus en même temps. Et les allocations de chômage? Et le médecin ne peut pas t'aider pour ton dos? Papa secoue la tête. Le chômage ne suffira pas. Et ta mère consulte des médecins depuis des mois. Ils disent qu'elle a besoin d'une opération, mais même avec l'assurance, nous ne pouvons pas nous le permettre pour l'instant.
Nous avons déjà pris du retard dans le remboursement de l'hypothèque, ajoute maman, la voix brisée, 2 mois de retard. Si nous ne nous rattrapons pas rapidement, nous risquons de perdre la maison. La maison dans laquelle j'ai grandi, la maison qu'il payait depuis 15 ans. L'idée qu'il puisse la perdre me rendait malade. De combien avez-vous besoin ? J'ai demandé, même si j'étais presque sûre de ne pas vouloir connaître la réponse. 1800 par mois juste pour l'hypothèque, a dit papa. Plus les charges, l'épicerie. Les factures médicales de maman, $1800, c'est plus de la moitié de mon salaire mensuel. Mais en regardant leur visage, mes parents qui m'avaient élevé, nourri, soutenu jusqu'à l'université, je n'ai pas pu dire non. Je me suis entendu dire, d'accord, je vais aider à payer l'hypothèque, juste temporairement, jusqu'à ce que papa trouve un autre emploi et que maman aille mieux. Le soulagement sur leur visage a été immédiat. Maman s'est remise à pleurer, mais c'était des larmes de joie. Le père s'est levé et m'a serré si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer. Merci, ma petite fille, a-t-il chuchoté. Nous te rembourserons dès que nous pourrons nous remettre sur pied. J'ai acquiescé, mais à l'intérieur de moi, je faisais déjà le calcul. Je devais payer 1800 € pour leur hypothèque, plus mon propre loyer, plus toutes mes autres dépenses. Mon compte d'épargne allait cesser de grossir. En fait, je devrais probablement y puiser pour joindre les 2 bouts. Mais ce sont mes parents, la famille aide la famille, n'est-ce pas ? C'est ce que je me suis dit en leur faisant un chèque ce soir-là pour le premier remboursement du prêt hypothécaire. Les premiers mois où j'ai aidé mes parents ont été brutaux. Ce qui n'était au départ qu'un paiement de $1800 s'est rapidement transformé en gouffre financier. Leur chauffe-eau est tombé en panne, le réfrigérateur a commencé à faire des siennes, puis le toit a fui lors d'une tempête. Toutes les semaines, il y avait une nouvelle urgence, une nouvelle dépense qui retombait sur mes épaules. Papa a finalement trouvé du travail comme agent de sécurité dans une épicerie locale, mais il s'agissait d'un salaire minimum pour les quarts de nuit, de la menue monnaie comparée à ce qu'il gagnait à l'usine. Le dos de maman ne cessait de s'aggraver, et elle pouvait à peine continuer à faire des demi-postes au restaurant. Certains jours, elle rentrait à la maison en pleurant de douleur. À bout de 4 mois, j'étais en train de me noyer. J'avais déjà épuisé $10 000 de mes économies et je puisais dans ce qui me restait pour payer mon loyer et mes dépenses de base. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans mon appartement et à subvenir à leurs besoins en même temps. Lorsque mes parents m'ont suggéré de retourner temporairement à la maison pour économiser sur le loyer, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Juste temporairement, m'avait dit maman, jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. J'étais donc là, à 28 ans, retournant dans ma chambre d'enfant comme une sorte d'échec. Je me répétais que c'était temporaire, le temps qu'ils se remettent sur pied. En fait, mes parents étaient plutôt reconnaissants de cet arrangement. Maman préparait le dîner tous les soirs. Et je dois admettre que c'était agréable de rentrer à la maison après le travail et de ne pas avoir à réfléchir à ce que l'on allait manger. Pendant environ 2 mois, nous avons eu une bonne routine. Je subvenais entièrement aux besoins financiers de la famille, mais au moins je ne me ruinais plus en loyer. Papa travaillait dans la sécurité, maman faisait ce qu'elle pouvait au restaurant, et je m'occupais de tout le reste. Ce n'était pas idéal, mais c'était gérable. Un jour, en rentrant du travail, j'ai vu des valises dans le salon. Mon frère aîné Jack était assis sur le canapé avec sa femme Sarah et leur fils Tommy, âgé de 3 ans. Je ne les avais pas vus depuis des mois, car ils vivaient à 2 heures de route dans une autre ville. Jack avait l'air embarrassé, Sarah avait l'air ennuyée et Tommy courait dans la pièce comme un fou. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en regardant tous les bagages. Jack s'est frotté le cou. « J'ai été licencié la semaine dernière. Nous ne pouvions pas payer le loyer, alors nous allons rester ici pendant un certain temps jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'autre. » Mes parents étaient pratiquement rayonnants d'excitation à l'idée d'avoir leur petit-fils à la maison. Ils m'ont immédiatement demandé d'emménager dans la petite chambre d'amis pour que la famille de Jack puisse avoir ma plus grande chambre. Parce qu'apparemment, avoir un enfant en bas âge signifiait qu'ils avaient besoin de plus d'espace que la personne qui payait toutes les factures. Et la vie est vite devenue chaotique. Tommy pleurait constamment, surtout la nuit. Il avait de sérieux problèmes de sommeil et les murs de cette maison étaient minces. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Puis je me traînais jusqu'au travail le lendemain en me sentant comme une ordure. Jack passait ses journées à chercher du travail sans enthousiasme. Tandis que Sarah se plaignait de tout. La maison était trop petite, le quartier ennuyeux, il n'y avait pas assez d'eau chaude pour que tout le monde puisse se doucher. Pendant ce temps,
On me demandait plus d'argent parce qu'il y avait maintenant 7 personnes qui vivaient dans la maison au lieu de 4. Un matin, maman m'a dit, nous allons avoir besoin de plus d'argent pour les courses. Avec 7 personnes, le budget alimentaire devient serré. Un soir, j'ai fait le calcul et j'ai réalisé que la totalité de mon salaire mensuel servait à subvenir aux besoins de la famille. Chaque centime. Mon rêve d'acheter une maison était complètement mort à ce moment. Il me restait mes 50 000 € d'économie que je refusais de toucher, mais tout le reste avait disparu. Jack a fini par trouver un emploi à temps partiel dans un entrepôt, mais uniquement le matin. Il prétendait utiliser ses après-midi pour chercher un meilleur travail, mais la plupart du temps. Sarah et lui allaient voir des amis ou traînaient au centre commercial, laissant Tommy avec mes parents. Puis j'ai commencé à remarquer les habitudes d'achat de Sarah. Elle rentrait à la maison avec des sacs à main hors de prix, des vêtements neufs, des bijoux, des articles de marque qui coûtaient plus cher que ce que je dépensais en épicerie en un mois. Lorsque je l'interrogeais à ce sujet, elle devenait méchante. Où as-tu trouvé l'argent pour ce sac à main ? Lui ai-je demandé un jour qu'elle entrait avec un autre sac de courses. Elle m'a répondu, ce ne sont pas tes affaires. Je n'ai pas à vous expliquer mes achats. C'est alors que je suis allée voir maman et que je lui ai demandé combien Jack contribuait aux dépenses du ménage. Combien Jack te donne-t-il pour le loyer et la nourriture ? Je lui ai demandé quand nous étions seuls dans la cuisine. Maman s'est sentie mal à l'aise et a détourné le regard. Eh bien, il n'est pas vraiment en mesure de contribuer en ce moment. Son travail ne paie pas beaucoup et ils ont leurs propres dépenses. Alors, soyons clairs, je travaillais à plein temps et je dépensais toute ma vie pour mes enfants. Je travaillais à temps plein et dépensais tout mon salaire pour subvenir aux besoins de cette personne, y compris la famille de Jack, tandis que sa femme gaspillait son salaire en articles de luxe. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Un soir, lors d'un dîner, j'ai abordé le sujet. Jack, tu ne penses pas que tu devrais contribuer au budget du ménage ? J'ai dit, je veux dire, nous sommes tous dans la même situation. Nous vivons tous ensemble et Sarah achète des choses coûteuses alors que je paie la nourriture de tout le monde. À la seconde où j'ai mentionné que Jack devrait peut-être contribuer au budget du ménage au lieu de laisser sa femme tout dépenser en sac à main de marque, l'enfer s'est déchaîné. Jack a commencé à hurler. Tu dois te mêler de tes affaires, Anita. Ce que je fais de mon argent ne te regarde pas. Sarah acquiesce. Elle est juste avide et obsédée par l'argent. Tout est une question de dollars et de centimes avec elle. Je suis la seule à apporter de l'argent dans cette maison. Je fais mes courses. Bien sûr que je me soucie de la destination de l'argent. Au lieu de me soutenir, mes parents ont pris leur parti. Ils m'ont dit que j'étais ingrate et qu'aider la famille était mon devoir, pas quelque chose dont il fallait se vanter. Allons tous manger une pizza et discutons comme des adultes, dit Jack en se levant de table. Bien sûr, par il entendait tout le monde sauf moi. Mes parents, Jack et Sarah ont tous pris leur manteau et se sont dirigés vers la porte. Ils ont laissé Tommy derrière eux parce qu'apparemment, un enfant de 3 ans gâcherait leur conversation agréable et détendue. J'étais donc là. Seul dans la maison avec un bambin grincheux qui n'était même pas mon enfant, pendant que le reste de ma famille allait manger au restaurant à mes frais et se plaignait probablement de mon attitude déraisonnable. Assise sur le canapé, je regardais Tommy s'amuser avec ses jouets et j'ai réalisé à quel point cette situation était devenue foireuse. J'étais en fait un distributeur automatique de billets à domicile qui fournissait également des services de babysitting gratuits, et d'une certaine manière, j'étais le méchant parce que je posais des questions sur l'utilisation de l'argent. Les mois suivants ont été un véritable enfer. Jack a gardé son emploi à temps partiel dans l'entrepôt, mais il n'a jamais semblé chercher quelque chose de mieux. Sarah et lui disparaissaient pendant des heures, soi-disant à la recherche d'un emploi, mais revenait toujours avec des sacs de courses. Sarah continuait d'acheter des vêtements de marque coûteux tandis que je payais pour tout, l'hypothèque, les charges, les courses, et j'en passe. Le mois de décembre est arrivé et j'étais complètement épuisée. Je travaillais à plein temps, puis je rentrais chez moi dans une maison remplie de gens qui me traitaient comme une ordure alors que je finançais toute leur existence. Un samedi matin, maman a frappé à ma porte pour me demander de descendre pour une réunion de famille. Lorsque je suis arrivée, tout le monde était déjà dans le salon. Nous parlions des projets de vacances de Noël, a dit maman avec un faux sourire. J'ai failli rire. Quelles vacances ? Nous avons à peine les moyens de payer l'électricité. C'est ce dont nous voulions parler, dit papa.
Nous pensons que la famille devrait prendre de vraies vacances cette année, Hawaï serait parfait. Hawaï serait parfait. Je les ai regardés fixement, vous êtes sérieux? Sarah s'est penchée en avant, tout excitée, il y a de bonnes affaires en ce moment et ce serait génial pour Tommy de voir l'océan. Combien? J'ai demandé. Redoutant la réponse. Environ 12 000 pour nous tous, a dit maman. Nous savons que tu as un compte d'épargne de 50 000 $. 12 000 $, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que tu as épargné. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, il voulait que je dépense toutes mes économies pour des vacances en famille à Hawaï. L'argent que j'avais économisé pendant des années avant que tout ce bazar ne commence. Cet argent est destiné à l'achat d'une maison, ai-je dit lentement, ce n'est pas l'argent des vacances, point. Mais nous sommes une famille, dit Sarah, tu ne penses pas que nous méritons une pause après cette année difficile? Une année difficile? Je l'ai regardé, tu n'as pas travaillé un seul jour depuis que tu as emménagé ici. Tu dépenses le salaire de Jack en sac à main de marque alors que je paie pour ta nourriture et ton logement. Le visage de Jack est devenu rouge. La voilà qui recommence à parler d'argent. Oui, la discussion sur l'argent. Parce que je suis la seule à me soucier de l'argent dans cette maison. Je paie littéralement tout. C'est ce que fait la famille, dit maman. Et maintenant, nous te demandons de nous aider à créer de bons souvenirs ensemble. La réponse est non, ai-je dit fermement, je ne dépenserai pas l'argent de ma maison pour vos vacances. Trouvez un moyen de les payer vous-même. Ils m'ont tous regardé comme si je les avais giflés. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de Tommy qui jouait avec ses jouets. Pensez Y, dit finalement maman, Noël, c'est la famille. Peut-être que tu changeras d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Je dépense déjà chaque centime que je gagne pour cette famille. Mes économies ne sont pas autorisées. Je suis allée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Je les entendais parler en bas, probablement de l'égoïste que j'étais pour ne pas avoir voulu financer leurs vacances de rêve. C'était le samedi. Le dimanche a été tendu. Tout le monde m'a regardé de travers et m'a fait des commentaires passifs-agressifs. Je me suis dit qu'ils finiraient par s'en remettre et que nous reprendrions la routine habituelle, à savoir que je paierais pour tout et qu'ils se plaindraient de mon attitude. Lundi matin, je suis allée travailler comme d'habitude. La journée avait été longue et j'avais hâte de rentrer à la maison, de manger la cuisine de ma mère et peut-être de regarder la télévision avant de me coucher. Il y avait quelques avantages à vivre à la maison, même si tout le reste était nul. Mais quand je me suis garée dans l'allée, quelque chose n'allait pas. Des sacs poubelles étaient posés près de la porte d'entrée. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de sacs poubelles, mais de mes affaires. Mes vêtements, mes livres, mes affaires personnelles, tous entassés dans des sacs en plastique comme des ordures. J'ai essayé de mettre ma clé dans la porte d'entrée. Mais elle ne voulait pas tourner. Ils avaient changé les serrures. J'ai commencé à frapper à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte. À eu bout de quelques minutes, la porte s'est ouverte, mais seulement dans une fente à cause de la chaîne de sécurité. Le visage de maman est apparu dans l'entrebâillement et je pouvais voir papa, Jack et Sarah debout derrière elle. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé en montrant les sacs, pourquoi mes affaires sont-elles dehors? La voix de maman était froide, nous avons décidé que tu devais réfléchir à ton comportement. Tu es égoïste et ingrat, tu fais passer l'argent avant la famille, point. Vous me mettez à la porte parce que je ne veux pas payer vos vacances? Nous te donnons le temps de réfléchir, dit papa derrière elle. Quand tu auras compris que la famille passe avant tout et que tu seras prête à nous aider pour le voyage à Hawaï, alors nous pourrons parler de ton retour. Je les ai regardés fixement à travers le minuscule interstice de la porte. Ces gens que je soutenais depuis des mois, qui vivaient de mon salaire, me mettaient littéralement à la porte parce que je ne voulais pas piller mon compte d'épargne pour leurs vacances. Vous êtes sérieux, ai-je dit, vous êtes en train de me mettre à la porte, point. Réfléchis à ce qui est vraiment important, m'a dit maman. Nous attendrons que tu reprennes tes esprits. Puis elle m'a claqué la porte au NZ. J'y suis restée là pendant une minute, regardant mes affaires éparpillées dans des sacs poubelles, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Mes propres parents m'avaient mis à la porte de leur maison parce que je ne voulais pas leur donner 12 000 $ pour des vacances. J'ai d'abord voulu pleurer, puis frapper à la porte et leur crier dessus. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai commencé à sourire.
Puis j'ai commencé à rire. Il pensait me punir, mais il venait en fait de faire quelque chose que j'avais été trop coupable et trop coincé dans mes obligations familiales pour faire moi-même. Il m'avait libéré. J'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture et je suis allé chez mon amie Lisa. Elle avait une chambre libre et m'avait toujours dit que je pouvais m'y installer si j'en avais besoin. Lorsque je suis arrivé avec mes bagages et que j'ai expliqué ce qui s'était passé, elle a simplement secoué la tête. Ta famille est folle, dit-elle en m'aidant à porter mes affaires à l'intérieur. Mais honnêtement, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Cette nuit-là, en dormant dans la chambre d'amis de Lisa, je me suis senti mieux que je ne l'avais été depuis des mois. J'étais libre, et c'était incroyable. J'ai passé les jours suivants chez Lisa, et j'ai eu l'impression de me réveiller d'un cauchemar. Personne ne me demandait d'argent. Aucun bébé en pleurs ne m'empêchait de dormir, aucun commentaire passif-agressif sur les obligations familiales. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu penser clairement. Lisa avait une grande maison avec beaucoup d'espace, et elle m'a fait comprendre que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Mais je ne voulais pas être un fardeau pour quelqu'un d'autre, alors j'ai commencé à chercher un appartement immédiatement. Cela m'a fait bizarre de consulter à nouveau des annonces de location après avoir vécu à la maison, mais c'était aussi très excitant. Je pouvais me permettre d'avoir un logement décent maintenant que je ne subvenais plus aux besoins de cette personne. En quelques jours, j'ai trouvé un bel appartement d'une chambre dans un bon quartier. Le loyer était raisonnable et j'ai immédiatement versé une caution. L'emménagement a été le meilleur moment de ma vie. J'avais à nouveau mon propre espace, mes propres règles. Ma propre vie. Je pouvais manger ce que je voulais, regarder ce que je voulais, dormir quand je voulais. Personne ne pouvait me demander de l'argent ou me faire sentir coupable d'avoir des limites. Pendant une semaine entière, c'était le calme plat. Pas d'appel téléphonique, pas de texto, rien de la part de ma famille. J'ai commencé à penser qu'ils allaient peut-être rester sur leur position et me laisser tranquille jusqu'à ce que je revienne en rampant avec mon chéquier. Puis le paiement de l'hypothèque est arrivé à échéance. Mon téléphone a sonné un mardi matin. Le nom de maman s'affichait à l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Anita, chérie, c'est l'heure du paiement de l'hypothèque, dit-elle, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne m'avait pas jeté dehors il y a une semaine. Je me suis mis à rire. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Le paiement est dû, et nous attendons le montant habituel. Maman. Tu m'as mis dehors, tu as changé les serrures et tu as jeté mes affaires dans des sacs poubelles. Pourquoi penses-tu que je vais encore payer tes factures? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de maman s'est affolée. Mais nous n'avons pas d'argent pour l'hypothèque. Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre sans ton aide. Tu aurais dû y penser avant de décider de me punir pour ne pas avoir financé tes vacances à Hawaï. Anita, je t'en prie, ce n'est pas le moment d'être mesquin. Nous pourrions perdre la maison. Alors peut-être que Jack devrait trouver un emploi à temps plein. Ou Sarah pourrait arrêter d'acheter des sacs à main de marque et contribuer à quelque chose. Vous avez des options, c'est juste que vous ne voulez pas les utiliser. Mais Noël approche, dit maman, sa voix devenant plus douce et plus manipulatrice. Ce n'est pas le moment de se disputer en famille. Nous devrions être ensemble, en train d'arranger les choses. Tu as raison. Ce n'est pas le moment de se disputer. Alors je ne vais pas me battre avec toi. Je ne paierai plus tes factures non plus. Et si on s'asseyait tous ensemble et qu'on en parlait? Tu pourrais revenir à la maison et nous pourrions repartir à zéro. Absolument pas, je ne reviendrai pas et je ne te donnerai pas un centime de plus. Tu as fait ton choix en me jetant dehors. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Tu ne peux pas le penser. Je le pense vraiment, au revoir, maman. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de papa, le numéro de Jack et le numéro de Sarah. Je les ai aussi bloqués sur les réseaux sociaux. J'en avais fini avec eux. Ils ont essayé d'appeler à partir de différents numéros pendant un certain temps. En laissant des messages vocaux et en envoyant des textes. Toujours les mêmes conneries culpabilisantes sur les obligations familiales et l'égoïsme dont je faisais preuve. J'ai tout effacé sans les lire ni les écouter. À au bout de quelques semaines, les appels ont cessé. Je suppose qu'ils ont finalement compris que je n'allais pas céder. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai déménagé. Ma vie est complètement différente et je l'adore. J'économise à nouveau de l'argent,
je l'économise vraiment. Je ne me contente pas de le regarder disparaître dans le gouffre financier de la famille. Mon compte d'épargne augmente pour la première fois depuis plus d'1 an. J'entends parfois des choses par l'intermédiaire de mes proches. Papa et maman ont dû trouver un autre emploi pour payer les factures. Papa a maintenant 2 emplois à temps partiel et maman s'efforce de travailler plus d'heures malgré ses problèmes de dos. Jack a finalement trouvé un emploi à temps plein parce qu'il n'avait plus le choix. Apparemment, ils se plaignent constamment de moi, me traitant d'égoïste et d'ingrate. Mais le fait est qu'ils ne sont pas affamés. Ils ne sont pas sans abri, ils ont trouvé le moyen de s'en sortir quand il le fallait. Ils ont juste préféré m'avoir comme guichet automatique personnel parce que c'était plus facile. Mon cousin m'a dit qu'ils avaient dit du mal de moi à toute la famille élargie. En essayant de me faire passer pour le méchant. Certains membres de la famille m'ont contacté pour me dire que je devrais me réconcilier avec mes parents, que la famille est plus importante que l'argent. Je leur réponds simplement qu'ils peuvent commencer à payer l'hypothèque de mes parents si cela leur tient à cœur. Le plus drôle, c'est que je ne suis même plus en colère. Au début, j'étais curieux de savoir comment ils m'avaient utilisé et traité. Mais maintenant, je me sens surtout soulagée. Ils m'ont fait une énorme faveur en me mettant à la porte. Je n'aurais jamais eu le courage de partir seule, j'étais trop prise par la culpabilité et les obligations familiales. J'ai recommencé à sortir avec des amis, chose à laquelle je ne pouvais même pas penser lorsque je subvenais aux besoins de cette personne et que je vivais dans la chambre de mon enfance. J'y fais des projets pour l'avenir, je regarde à nouveau des maisons. Mes 50 000 € sont toujours là, intacts. Et produisent des intérêts tandis que je les augmente chaque mois. Parfois, je me demande s'ils s'excuseront un jour ou s'ils admettront qu'ils ont eu tort. Mais honnêtement, je ne pense pas que je veuille qu'ils reviennent dans ma vie, même s'ils le font. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment lorsqu'ils pensaient pouvoir me manipuler et me contrôler par la culpabilité et la pression familiale. Je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'ai été depuis des années. J'ai mon propre logement, mon propre argent, mes propres choix. Personne ne peut me faire sentir coupable d'avoir des limites ou de vouloir garder l'argent que je gagne. Mes parents m'ont appris une leçon importante, mais pas celle qu'ils voulaient. Ils m'ont appris que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui profiteront le plus de vous. Ils m'ont appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Je n'ai pas besoin de leur approbation ou de leur présence dans ma vie pour être heureuse. Je me débrouille très bien toute seule, merci beaucoup.